Todd had picked up another wash plant. He wanted to run 2 plants, 2 crews. He gave us a choice. We could either work with him or work with Dave. Je pense qu'il faut qu'on parle de tes dépenses. Je sais que tu as beaucoup dépensé dans l'immobilier ces 2 dernières années. Non? Chris Dumett vient de quitter Gold Rush et ce n'est pas un simple au revoir. Il s'est passé quelque chose de fou dans la saison 15. Les fans l'ont vu gérer chaque catastrophe, réparer chaque machine en panne et faire tourner l'exploitation de Parker Schnabel comme une machine bien huilée. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser l'homme le plus fiable du secteur de l'extraction d'or à abandonner définitivement? Mais cette saison, la pression est devenue trop forte et Chris a atteint son point de rupture. La chasse à l'or qui a failli les ruiner. Dès le départ, Parker visait un objectif insensé. Dix 0 onces d'or, un chiffre si élevé qu'il semblait impossible. Mais Parker ne se fixe pas de petits objectifs. Pour y parvenir, il a mis la pression en faisant tourner Big Red, Roxanne et Bob's Plant en même temps. Sur le papier, ça semblait génial. Place de plants, place d'or. Non? Enfin, pas vraiment, car en coulisses, l'équipe était poussée au-delà de ses forces, et personne ne l'a ressenti plus que Chris Dumett. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose est sûre, ce qui s'est passé en coulisses était bien plus intense qu'on ne l'imaginait, et ce ne sera pas la seule chose qui vous laissera bouche bée. Il a toujours été l'homme de l'ombre, veillant à ce que l'or continue de couler. Mais cette saison, le travail est passé de difficile à presque impossible. Nettoyer les écluses, s'assurer qu'aucune goutte d'or ne se perde. Et ça, sans interruption pour 3 usines de lavage. Ce n'est pas seulement difficile, c'est éreintant. Cet homme ne rajeunit pas. Et ce genre de travail acharné commençait à nous épuiser. Je déteste devoir faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et d'une manière qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'on est pressé d'extraire des onces du sol. Je déteste ça. Il a tout donné. Mais à un moment donné, même les plus coriaces doivent reconnaître que c'est trop. Si vous suivez Gold Rush depuis un certain temps, vous savez qu'il n'est pas du genre à se plaindre. Mais cette saison, il n'avait pas le choix. Il devait s'exprimer ou craquer. Et aucune expérience ne pouvait changer le fait qu'il était submergé de travail. Il fallait que quelque chose change. L'équipe était au maximum de ses capacités et Parker n'était pas prêt à sortir quelqu'un d'une machine pour l'aider dans la salle d'or. Il se retrouvait donc coincé entre le marteau et l'enclume. C'est alors qu'entre en scène Tatiana Costa, l'une des meilleures joueuses de l'équipe, mais pas vraiment celle qu'on s'attendrait à voir remporter l'or. Il a proposé son nom comme remplaçante potentielle et Parker a dû prendre une décision difficile. Mitch et Tyson n'allaient pas être ravis de la perdre. Mais c'était ça ou le voir partir pour de bon. Finalement, Parker accepta. Tatiana était en pleine formation et il y avait enfin de l'aide. Mais était trop peu. Trop tard? Même avec des renforts dans la salle d'or. La pression persistait. La soif d'or de Parker ne faiblissait pas. Et à mesure que la saison avançait, les fissures commençaient à apparaître. Soit chante Dix, ouais, 289,05. Et voilà, wouh, un coup de pouce à la poitrine. Nan. Ce mineur chevronné faisait partie de l'équipe de Parker depuis la saison 4 et, au fil des ans, il était devenu l'un des membres les plus précieux de l'équipe. Mais chaque homme a ses limites. Et cette saison le mettait à rude épreuve d'une manière inattendue. Son chemin vers la ruée vers l'or n'était pas vraiment tracé. Il débuta comme charpentier, construisant des cabanes pour l'équipe de Todd Hoffman. Mais une chose en entraînant une autre, il s'est retrouvé plongé dans l'exploitation aurifère. Il s'est avéré qu'il était doué. Vraiment bon. Lorsqu'il a rejoint l'équipe de Parker, tout a changé. Ses compétences dans la salle d'or ont permis à Parker d'atteindre des records de médailles d'or année après année. Mais même le meilleur a ses limites. Et maintenant, avec sa charge de travail qui le pousse au-delà de ses limites, la question n'est plus de savoir s'il peut suivre, mais plutôt s'il le veut. Pour les fans, l'idée d'une ruée vers l'or sans ce vétéran travailleur est difficile à imaginer. Il a été là dans les bons comme dans les mauvais moments, assurant le bon fonctionnement de l'équipe, même lorsque le chaos s'est installé. Mais cette saison, c'est différent. Le pression, l'épuisement, la charge de travail. Tout s'accumule, et pour la première fois, il semble que ce soit fini pour de bon. L'exploitation aurifère est un secteur difficile. Il faut du courage, de la patience et beaucoup d'endurance. Mais à un moment donné, il faut se demander, le jeu en vaut-il la chandelle? Chris a passé des années à s'assurer que l'opération se déroule sans accroc. Mais si le prix à payer est sa santé et son bien-être, est-il temps de partir? À mesure que la saison avance,
C'est la question qui se pose à tous. Elle ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que cela signifie pour le reste de l'équipe? Chris avait déjà traversé des saisons difficiles, mais celle-ci le mettait plus que jamais à rude épreuve. La salle d'or s'effondrait. Un objectif fou avait été fixé. Extraire Dix Zero Ounces d'or. C'est un défi colossal et la pression est forte. Chris, un vétéran de ce travail éreintant, en a peut-être enfin assez. S'il s'en va, l'équipe perdra un joueur clé, celui qui empêche toute l'opération de s'effondrer. Mais bon, l'or a le don de rattraper les autres. Et Chris n'est pas du genre à céder facilement. Chris fait partie de l'équipe depuis plus de 10 ans, et son impact va bien au-delà du simple travail de déterrage. Il veille à ce que chaque grain d'or soit comptabilisé. Celui qui arrange les choses quand les exigences poussent l'équipe à bout. Il n'était même pas mineur à ses débuts, juste charpentier, attiré par ce monde par hasard. Mais une fois dans le métier, il s'est vite adapté, se révélant l'un des travailleurs les plus acharnés. Aujourd'hui, il est l'un des rares piliers de cet empire chaotique de la recherche d'or. L'un des emplois les plus importants de Chris se trouve dans la salle des mines d'or, où la saleté brute se transforme en pur profit. Ce n'est pas une mince affaire. Une seule erreur et l'argent disparaît. Chris maîtrise parfaitement le processus et veille à ce que rien ne soit gaspillé. Grâce à son travail, le taux de récupération d'or serait bien inférieur sans lui. Les enjeux sont considérables et il est indispensable de confier les opérations de nettoyage à la personne compétente. Dans un sport où chaque centimètre compte, Chris est celui qui veille à ce que l'équipe tire le meilleur parti de chaque course. Mais Chris ne se résume pas aux chiffres et aux bâtés d'or. Il est le ciment de l'équipe. Dis donc, Mitch, comment ça va? Oh, pas trop mal. Content de te revoir, mon pote. Toi aussi. Salut, T-Bird, comment ça va? Mec, pas grand-chose. Toi? Tu nettoies de l'or. Ah oui? Non-stop. Voilà, c'est épuisant. Les longues heures de travail, les conditions météorologiques difficiles et les pannes d'équipement constantes font de chaque journée un véritable combat. La tension monte, les esprits s'échauffent et les attentes élevées ne facilitent pas les choses. Chris, avec son attitude décontractée et son sens de l'humour aiguisé, empêche les choses de déborder. C'est vers lui que tout le monde se tourne quand la pression devient trop forte. Celui qui empêche l'équipe de s'effondrer complètement. On compte sur lui pour bien plus que le moral. C'est un décideur clé, quelqu'un de confiance pour intervenir en cas de difficulté. Qu'il s'agisse de trouver la meilleure façon de traiter l'or, de réparer des équipements défectueux ou de gérer les problèmes de l'équipe. Chris, ouais. Et la voix, a raison, au fil des ans. Il a prouvé qu'il n'était pas un simple employé. Il est un élément essentiel de la survie de cette entreprise. Le véritable défi a été de relever un défi extrême. Exploiter 3 usines de lavage simultanément était un objectif absurde, avec un objectif presque impossible, 0 onces produites en une seule saison. C'était le chaos, et Chris en a été le plus durement touché. Il était chargé de s'assurer que toutes les écluses étaient vidées, que tout l'or était correctement nettoyé et que rien ne se perdait dans cette folie. Cela l'a poussé au-delà de ses limites et, pour la première fois, abandonner est devenu une réelle option. Il commence à voir l'objectif de Dix Zero Onces s'éloigner. On pourrait probablement en faire Dix. Mais alors, nos coûts augmenteraient de 50%. Il a fallu faire appel à des renforts pour éviter que tout ne s'écroule. Il était clair que sans Chris, cet objectif était une chimère. L'héritage de Chris sur Gold Rush est incontournable. Il est passé du statut d'étranger sans aucune expérience minière à celui d'une figure de proue du secteur. Son éthique de travail, son dévouement et sa capacité à maintenir l'unité de l'équipe ont fait de lui un favori des fans. Si un seul homme incarne l'opération, Chris en est l'épine dorsale, celui qui veille au bon fonctionnement de l'équipe. Sans lui, la situation serait bien différente. Et tout le monde le sait. Mais la grande question demeure, Chris est-il enfin prêt à tout abandonner? Après des années de travail acharné, de pression insensée et de quête incessante de records, même les plus coriaces ont leurs limites. S'il abandonne, l'équipe devra se démener pour combler le vide. S'il reste, il s'expose à une nouvelle saison d'épuisement et de stress. Quoi qu'il en soit, les choses sont sur le point de changer. Gold Rush est-il sur le point de perdre l'une de ses plus grandes légendes? Ou Chris restera-t-il pour tenter une dernière fois de percer? Une chose est sûre, l'extraction d'or n'a jamais été aussi intense. Parker n'a jamais choisi la facilité, mais son histoire n'a pas commencé par un succès. Elle a commencé avec un jeune homme qui refusait d'abandonner, quoi qu'on lui dise. L'adolescent qui a repris une mine d'or.
Parker Schnabel n'est pas tombé dans l'exploitation aurifère par hasard. Il y est pratiquement né. Né fin juillet, au milieu des années 90, dans la petite ville de Haines, en Alaska. Il a grandi entouré de terre, de machines lourdes et d'une quête incessante d'or. Son grand-père, John Schnabel, exploitait la mine Big Nugget. Et pendant que les autres enfants jouaient avec des camions miniatures, Louis, il regardait les vrais camions en action. À peine en âge de lacir ses chaussures, il apprenait déjà à utiliser des équipements que la plupart des adultes auraient du mal à maîtriser. Quelques années plus tard, il jonglait entre l'école et l'exploitation minière comme si de rien n'était. Au lycée, il jouait au basketball. Mais soyons honnêtes, son cœur a toujours été tourné vers la mine. L'université? Bien sûr, c'était une option. Il a même envisagé des études de géologie ou d'exploitation minière. Mais finalement, les livres et les salles de classe n'avaient aucune chance. Au lieu de perdre des années en cours magistraux, il a investi ses économies dans son ambition, sa propre exploitation minière. Cette décision, un tournant dans sa vie. À seulement 16 ans, il a pris la direction de la mine Big Nugget. Imaginez un adolescent expliquant à des hommes 2 fois plus âgés que lui comment faire leur travail. Mais il ne se contentait pas de donner des ordres, il savait ce qu'il faisait. L'exploitation minière ne se résume pas à creuser des trous dans l'espoir d'y trouver de l'or. C'est un travail acharné, un risque calculé, une lutte contre la nature elle-même. Il a prouvé qu'il avait le cran, l'intelligence et l'éthique de travail nécessaires pour y parvenir. Puis vint le grand tournant, la télé-réalité. Au début des années 2010, Discovery Channel lançait Gold Rush, une émission sur des familles prêtes à tout risquer pour tenter leur chance. Lui et sa famille étaient au cœur de l'action. Et très vite, les téléspectateurs ont été captivés par ce jeune mineur défiant les attentes. Ah oui, Jordan commence à rattraper son retard. Il va un peu plus vite maintenant. Parce qu'au moment où je partirai, il sera juste derrière moi avec une loge pleine. Mais participer au spectacle ne suffisait pas. Il avait de plus grands projets. À la fin de son adolescence, il a fait un geste qui a laissé bouche bée. Il a abandonné la mine familiale, a jeté son dévolu sur le Yukon et s'est lancé à fond dans sa propre exploitation. C'était un pari risqué, mais jouer la sécurité n'était pas son style. Il a loué un terrain, acheté du matériel et s'est mis au travail. Et devinez quoi? Cela a porté ses fruits. Lors de sa première saison en solo, il a extrait plus de 0,1 once d'or du sol. Ce n'est pas de la chance, c'est de la pure détermination. À chaque saison, son opération n'a fait que grandir et gagner en audace. Ses chiffres ont augmenté et il a prouvé qu'il n'était pas un simple enfant écrivant l'héritage de son grand-père. Il était authentique. Son histoire ne se limitait pas à l'exploitation minière. Il s'agissait de prouver que l'âge n'a pas d'importance quand on a les compétences et la volonté de réussir. Il n'a pas seulement survécu au jeu de l'or. Il l'a dominé. La série ne s'est pas arrêtée à Gold Rush. Son succès a donné naissance à Gold Rush Parker's Trail, où il a propulsé l'exploitation minière à un niveau supérieur. Il ne se contentait plus de creuser au même endroit, mais parcourait le monde, suivant les routes historiques de l'orpaillage et s'aventurant en territoire inconnu. De la rude piste du Klondike au Canada aux jungles denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a montré qu'il n'avait pas peur des défis. Il les relevait. Mais la vie n'était pas que gloire et or. Il a connu son lot de difficultés, notamment dans sa vie personnelle. Il a entretenu une relation avec une infirmière vétérinaire australienne, Ashley Yulee, qui a même participé à l'émission pendant un temps. Mais entre le travail acharné de l'exploitation minière et la pression de la célébrité, cette relation n'a pas duré. Il a admis qu'il n'était pas vraiment doué pour concilier travail et relation. Donc, si on gère un jardin, il faut 155 mg. 40 seaux, 40 seaux. L'exploitation minière a toujours été sa priorité, et c'est ce qui le caractérise. Il n'est pas une simple personnalité de la télévision cherchant à capitaliser sur ses 15 minutes de gloire. Cet homme est passionné par l'orpaillage. Même à Trenton, il est toujours aussi acharné, cherchant à gagner plus et repoussant les limites du possible dans ce secteur. La célébrité ne l'a pas apaisé. Au contraire, cela n'a fait que renforcer sa détermination. Mais la vraie question est, combien de temps pourra-t-il tenir le coup? L'exploitation minière n'est pas seulement un travail éreintant. C'est imprévisible, risqué et semé d'embûches. Il a gagné des millions. Mais il a aussi subi des pertes colossales. Va-t-il un jour abandonner sa vie de mineur pour une vie plus stable? S'éloignera-t-il un jour des caméras pour se concentrer uniquement sur l'or? Ou est-il trop impliqué dans ce monde pour s'en aller? Pour l'instant,
Son nom reste l'un des plus grands noms de l'exploitation aurifère moderne, qu'il s'agisse de devenir riche ou de traverser des périodes difficiles. Une chose est sûre, il n'a pas encore terminé. Mais que se passe-t-il lorsque l'or cesse de couler? Voilà la véritable histoire qui attend d'être racontée. L'exploitation de l'or est difficile et un mauvais choix peut tout ruiner. Mais ceux qui apprennent à changer et à persévérer trouvent toujours le moyen de gagner. Les chiffres qui ont révolutionné la ruée vers l'or. L'extraction d'or ne se résume pas à extraire des pierres brillantes et à s'enrichir du jour au lendemain. Gold Rush l'a prouvé à maintes reprises. Si la série donne l'impression d'une aventure, la réalité est bien plus brutale. Les mineurs risquent tout, argent, temps et santé mentale pour tenter de mettre la main sur quelques pépites. Certains font fortune, d'autres s'effondrent, et quelques-uns s'en sortent de justesse. Prenons l'exemple de la saison 3. L'équipe de Todd Hoffman a enfin connu une année satisfaisante après des années difficiles. En extrayant plus de 800 onces d'or, ce qui leur a rapporté plus d'1 million de dollars. Passe mal, non? Mais Parker Schnabel, le jeune génie, prouvait déjà qu'il était le meilleur à surveiller. Pendant que Hoffman célébrait, un mineur travaillait au broyage, extrayant près de 200 onces. Pendant ce temps, Dakota Fred Hurt a sorti plus de 160 onces, mais il était clair qu'il n'arrivait pas à suivre. Il essayait de rivaliser avec la concurrence plus jeune. Puis vint la saison 4, et il n'y eut plus de tergiversation. Après avoir loué des terres à Scribner Creek, les travaux commencèrent, permettant d'extraire plus de 800 onces en une seule saison. Comme si cela ne suffisait pas, lui et Rick Ness mirent tout en œuvre pour porter leur total à plus de 1,0 onces, pulvérisant ainsi les records de Hoffman et le faisant passer pour un amateur. À ce stade, il était clair qu'un nouveau leader de la ruée vers l'or s'ouvrait, et Hoffman essayait simplement de suivre. La 5e saison a débuté, et les chiffres ont ridiculisé tout le monde. Plus de 200 onces d'or ont été extraites, rapportant près de 3 millions de dollars. Les Hoffman, qui peinaient encore à rester dans la course, ont réussi à extraire plus de 1,300 onces, gagnant plus de 1,5 million de dollars. Pas terrible, mais comparé aux meilleurs mineurs, c'était comme regarder un enfant tenter de distancer une voiture de course. Les choses ont vraiment explosé dans la saison 6. Tony Bates, le mineur grisonnant de la vieille école, s'est lancé dans l'action avec sa famille. Plus de 700 onces ont été extraites à l'aide d'une drague plus vieille que certains membres de l'équipage. Mais le rythme était soutenu. Plus de 300 onces ont été extraites, pour une valeur de près de 3,5 millions de dollars. Les Hoffman ont finalement connu une année décente, récoltant un peu plus de 3,0 onces. Mais ils étaient encore loin derrière. Il n'y a pas d'or dans tout ça. Nous perdons beaucoup de temps. Mais c'est un terrain très différent de celui que nous exploitons. Dès la 7e saison, les chiffres étaient tout simplement d'une autre envergure. L'équipe a récolté plus de 300 onces, pour une valeur de plus de 5 millions de dollars. Pendant ce temps, Tony Bates et son équipe, utilisant leur système de dragage, parvenaient à extraire un peu plus de 2,0 onces. L'écart se creusait et un mineur donnait le ton. La 8e saison fut une nouvelle fois une année exceptionnelle. L'équipe a extrait plus de 600 onces pour une valeur colossale de 7,5 millions de dollars. Tony Bates a maintenu sa production avec plus de 300 onces, rapportant plus de 4 millions de dollars. La pluie était indéniable, et il était évident que les autres étaient plus lucides et plus travailleurs. Puis vint la 9e saison, où l'objectif de 7,0 onces fut fixé à Scribner Creek. Non seulement cet objectif fut atteint, mais il fut même dépassé avec plus de 400 onces extraites. Pour une valeur de près de 9 millions de dollars, Rick Ness, cherchant à faire ses preuves après être sorti de l'ombre, dépassa de justesse les 1,0 onces. Pendant ce temps, Tony Bates n'a pas atteint son objectif de 6,0 onces, extrayant un peu moins de 400 onces. Une nouvelle victoire pour le leader. Une nouvelle saison frustrante pour les autres. La saison 10 a démontré à quel point le meilleur mineur était devenu intelligent. Même si le total était inférieur de 200 onces à celui de la saison précédente, la hausse du prix de l'or a finalement permis de dégager plus d'argent. À la fin de la saison, plus de 10 millions de dollars d'or avaient été extraits. Pendant ce temps, Rick Ness éprouvait des difficultés après son déménagement à Duncan Creek, atteignant à peine le seuil de rentabilité. Tony Bates a dû déménager son exploitation à Paradise Hill, mais a tout de même réussi à produire plus de 200 onces. La compétition était toujours là.
Mais une personne jouait aux échecs pendant que tous les autres jouaient aux dames. Passons maintenant à la saison 14, où l'objectif de 5-0-11-16 a été fixé. A-t-il été atteint? Bien sûr que non. Le projet a été brisé. Au final, plus de 7 311C ont été extraites, pour une valeur de près de 15 millions de dollars. Pendant ce temps, Tony Bates, qui visait pourtant 6-0-11-6, a dû essuyer des revers et n'a finalement récolté qu'un peu plus de 3-0-11-6. Après une année sabbatique, Rick Ness a réussi à extraire plus de 1 cent onces, gagnant plus de 2 millions de dollars. Les chiffres étaient éloquents. Un mineur était tout simplement unique en son genre. Oui, ça a été un défi de trouver des gens capables d'entrer au Klondike. Non? Parce qu'il y a pas mal de frontières à franchir. C'est ça. Le truc avec Gold Rush. Il ne s'agit pas seulement de creuser la terre et d'espérer trouver de l'or. C'est une question de stratégie, de détermination et de savoir quand prendre des risques. Certains l'ont compris très tôt, tandis que des joueurs comme Hoffman ont eu du mal à s'adapter. Certaines saisons ont été brutales, avec des pannes, du mauvais temps et même des coups de chance. Mais ceux qui savaient ce qu'ils faisaient ont toujours trouvé le moyen de s'en sortir. Le succès n'est pas dû au hasard. Il est le fruit d'une recherche constante de nouvelles méthodes pour extraire davantage d'or, de redevances moins élevées et d'investissements dans des équipements adaptés. La pratique a évolué grâce aux enseignements tirés d'autres exploitations minières, allant même jusqu'à voyager dans des pays comme l'Australie pour apprendre différentes techniques. C'est pourquoi les victoires se succèdent saison après saison, car il n'y a jamais eu de peur du changement. Certes, Gold Rush donne une dimension dramatique à l'exploitation minière, mais il montre aussi à quel point ce secteur peut être impitoyable. Une seule mauvaise saison peut vous ruiner. Une mauvaise décision peut vous faire perdre des années. Et une découverte majeure peut tout changer. Parker Schnabel a trouvé la formule gagnante. Et tant qu'il continuera à faire preuve d'intelligence, l'or continuera de s'accumuler. À chaque nouvelle saison, les téléspectateurs attendent avec impatience de voir si de nouveaux records seront battus. Si Tony Bates finira par rattraper son retard, ou si un nouveau venu se hissera au sommet, l'or est toujours là. Mais seuls les plus intelligents et les plus coriaces pourront le décrocher. Chris Dummett a-t-il quitté Gold Rush à cause de la pression intense? Ou y a-t-il une histoire plus profonde derrière ce départ choquant? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.